Bien, donc nous allons commencer cette prochaine séquence. Donc, en cette 5e journée mondiale de l'environnement, je suis absolument ravie, fière d'avoir l'honneur de vous accueillir. Donc, Monsieur Jouzel, climatologue, membre du GIEC, membre du CESE, donc comité Conseil économique, social et environnemental, et donc un acteur majeur du débat mondial sur le dérèglement climatique. Et donc Madame Michelot, qui est juriste en droit international de l'environnement, qui est aussi membre en tant qu'expert, personnalité associée au CESE et présidente de la Société française de droit de l'environnement, donc ici à Strasbourg. Voilà. Donc je suis absolument ravie, je disais, de vous avoir tous les deux ensemble, puisque effectivement vous êtes porteur d'un avis du CESE qui a été salué, y compris au niveau européen, sur la justice climatique, enjeux et perspectives pour la France. Et ensemble aussi, parce que effectivement, au regard de votre croisement disciplinaire à tous les deux, donc vous êtes un très beau symbole de ce que l'environnement ou le socio-écosystème et sa protection doivent être réfléchis en interdisciplinarité. Donc nous vous écoutons l'un après l'autre quand même sur le changement climatique, vecteur d'inégalité, la justice climatique en question. Monsieur Jouzel. Merci beaucoup et merci, le plaisir partagé d'être avec vous ici cet après-midi. Effectivement, pour ces 80 ans du CNRS et accueilli par l'Université de Strasbourg, qui est quand même très souvent montrée en exemple. Donc, en tout cas, pour la façon dont elle a su se mettre en place très rapidement. Et je tiens à vous féliciter parce que c'est important. Moi qui suis rennais, ils n'y sont toujours pas arrivés. Donc voilà. Donc non, mais c'est vrai, c'est un vrai problème. Donc voilà. Non, le réchauffement climatique, on va vous parler avec donc Agnès. On va travailler beaucoup ensemble. Donc sur ces problèmes d'inégalité dans le domaine du réchauffement climatique. Mais je vais vous parler plus des aspects climat. Je pense que c'est toujours intéressant de rappeler quelques points, que c'est une réalité. Voilà, les 4 dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Il suffit de remonter juste de 22 ans pour retrouver les 20 années les plus chaudes. Ouais. Donc, et ce n'est pas une surprise en fait. Hein. Ce réchauffement n'est pas une surprise, tout simplement parce que, donc, par nos activités, nous avons modifié la composition de l'atmosphère. Alors là, je vais en particulier, disons, ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, dont la propriété est en fait de piéger une partie du rayonnement réfléchi, du rayonnement solaire, une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. C'est un processus très simple, c'est un processus bénéfique. Nous ne serions pas là sans effet de serre. Et pratiquement tous les composés atmosphériques qui ont plus de 2 atomes, c'est-à-dire à part l'oxygène, l'azote et les gaz rares, sont des gaz à effet de serre parce que ça vibre. À partir du moment où on a 3 atomes, pratiquement ce sont des gaz à effet de serre. Donc le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'allons pas modifier la quantité dans l'atmosphère directement par nos activités. Ce n'est pas le cas pour le gaz carbonique, on a augmenté de 40%, méthane plus que doublé, protoxyde d'azote augmenté de 20%. Donc, on sait de façon suffisamment précise quelles sont les sources, les secteurs, les pays qui contribuent à ces augmentations avec, disons, les 3/4 de l'augmentation de l'effet de serre chaque année liée à pratiquement à notre utilisation de combustibles fossiles. Voilà, en tout cas les 2/3 et une partie aussi à la déforestation. Avec un résultat net qui est très clair, c'est qu'en changeant la composition de l'atmosphère, en augmentant l'effet de serre, bien, de façon très simple, on augmente la quantité d'énergie disponible pour assurer l'équilibre thermodynamique de l'atmosphère, mais aussi de l'océan, des glaces, des surfaces continentales, tout ce qui interagit du point de vue thermique avec l'atmosphère. Et on sait, en gros, on a augmenté le chauffage. On a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Ce 1% tenant compte, disons, du fait que
la pollution elle-même contrecarre une partie de l'augmentation de l'effet de serre, à peu près pour 20%. Voilà, donc en gros, on est devant un phénomène relativement simple. On augmente le chauffage, c'est ce qu'on fait, hein, très clairement. Et il y a toutes les raisons, et malheureusement c'est le cas, que la température augmente. C'est une réaction normale d'un milieu, même si c'est compliqué. Alors, un point important, c'est que l'essentiel de cette chaleur supplémentaire, en fait, il n'y a que 1% qui est utilisé par l'atmosphère. L'essentiel va dans l'océan. C'est donc là qu'il faut aller regarder si on est vraiment intéressé à démontrer, à montrer vraiment la réalité de l'effet de serre des activités humaines. Et c'est bien le cas. 3 mm d'élévation du niveau de la mer chaque année, à peu près un tiers dû à la dilatation de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate. Et les 2 tiers, l'essentiel des 2 autres tiers liés à la fonte des glaces, les glaciers continentaux, mais depuis une vingtaine d'années également, le Groenland et l'Antarctique. Donc c'est l'ensemble de ces observations qui amènent le GIEC à conclure que le réchauffement est sans équivoque. Pour nous, c'est une certitude, et nous avons vraiment, franchi un pas supplémentaire dans l'affirmation très claire dans le dernier rapport du GIEC que l'essentiel du réchauffement des 60 dernières années est déjà lié aux activités humaines. En fait, on peut expliquer l'ensemble de ce réchauffement par les activités humaines, un peu moins d'1 degré, alors que les causes naturelles, on peut parler d'activité solaire, d'activité volcanique, ne peuvent en expliquer qu'1 dixième de degré au maximum. Donc il n'y a pas photo, malheureusement, nous sommes déjà de façon très claire, dans un monde dont nous avons modifié le climat. Et bien sûr, ce réchauffement va se poursuivre. Pratiquement, on peut dire qu'il est joué pour les 10-20 prochaines années, mais il est dans les tuyaux. On n'échappera pas à un réchauffement supplémentaire d'au moins 0,5 degré, même si on arrêtait tout. Mais c'est dans la deuxième partie de ce siècle, disons pour les jeunes d'aujourd'hui et au-delà, qui va se manifester de façon importante si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà où nous irions dans cette hypothèse, vers des réchauffements de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, en moyenne, 2 fois plus dans les régions de l'Arctique, un peu moins sur l'océan, un peu plus sur les continents. Donc, on va vers des réchauffements importants dans certaines régions, jusqu'à 10 degrés vers les régions polaires. Donc, les conséquences, c'est bien donc ce dont je vous ai parlé jusqu'ici, c'est le scénario émetteur, vous voyez, qui nous emmène vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle. C'est pas terminé. On peut aller vers 6 à 8 degrés à la fin du siècle suivant si on continue. Donc c'est pas stabilisé, comme vous le voyez. Il y a des incertitudes, c'est toute la bande rose, mais ces incertitudes, ne modifient pas cette conclusion d'un réchauffement important et de conséquences importantes. Vous voyez, on a 5 catégories de conséquences, donc avec un niveau de risque d'indétectable à élevé, très élevé. Il n'y a pas de surprise, pratiquement. Si on va vers 4 à 5 degrés, eh bien, quelles que soient les conséquences considérées, le niveau de risque est élevé ou très élevé. Alors, de quoi parle-t-on? De l'acidification de l'océan, par exemple, en premier lieu. Je vais faire le tour de quelques conséquences. En fait, l'océan est déjà... on émet 42 milliards de tonnes de CO2 chaque année au niveau de l'atmosphère. L'océan en absorbe un peu plus d'un quart. C'est bien pour nous, la biosphère également. Mais dans le cas de l'océan, c'est à ses dépens, parce que l'océan s'acidifie. Il est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du siècle dernier. Et dans le cas de ce scénario émetteur, l'acidité aurait doublé entre la fin de ce siècle et le début du XXe siècle. Alors, ça ne veut pas dire que, on pourrait toujours aller se baigner, c'est un acide très faible, mais tout ce qui se forme de calcite, de calcaire, aura plus de mal à se former. Et c'est malheureusement, par exemple, le cas des récifs coralliens, mais il y a aussi beaucoup de ressources halieutiques qui sont affectées par l'acidification de l'océan. Les extrêmes climatiques, alors j'en reparlerai, donc ils ont tendance à devenir plus extrêmes. Les populations, alors on va parler de réfugiés climatiques, de ressources en eau, de sécurité alimentaire.
par exemple, un des points qui est important, on a bien cette notion, on a cette idée qu'avec le réchauffement climatique, il y a certains pays, certaines régions qui vont gagner en productivité. C'est exact, mais il y en a d'autres qui perdent, tout simplement parce que rien ne pousse de façon optimale au-delà de 30 degrés. Et en fait, si le réchauffement est limité, disons jusqu'à la fin de la prochaine décennie, les régions qui gagnent et les régions qui perdent sont à peu près équilibrées. Mais avec un réchauffement important à la fin du siècle, ce sont les régions qui gagnent, qui perdent en productivité, qui prennent le pas sur les régions qui gagnent, de façon très claire. Voilà, et la sécurité, au sens sécuritaire du terme, risque d'accroissement de conflits très clair. Bien sûr, il y a d'autres problèmes environnementaux, tout aussi importants que le réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique a le mauvais goût de les exacerber. C'est le cas de la perte de biodiversité. Donc le rapport de l'IPBES paru maintenant il y a 3 semaines le redit de façon claire. Il y a un lien entre réchauffement climatique et perte de biodiversité, d'autant plus que si ce réchauffement climatique était important, dans cette hypothèse d'un scénario émetteur, à la fin du siècle, la moitié des espèces, disons, chaque espèce a une capacité de déplacement, et pour la moitié des espèces, faune, flore, eh bien, cette capacité de déplacement serait inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien que, disons, l'adaptation sera très très difficile, sinon impossible pour ces espèces. Donc la pollution, les écosystèmes, la pollution, les problèmes de santé et d'environnement, ils sont aussi exacerbés par, disons en tout cas, par exemple, on parlera des problèmes de santé, et puis les phénomènes irréversibles. L'élévation du niveau de la mer, en fait, on pourrait aller dans ce cas-là jusqu'à près de 1 mètre à la fin du siècle, 2 à 3 mètres à la fin du siècle prochain. Et on a beaucoup de risques dans ce cas qu'à l'échelle millénaire, pas à l'échelle séculaire, à l'échelle millénaire, le Groenland ne disparaisse complètement. Et ça, ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc, quelques exemples. Bien sûr, les précipitations, c'est important. Voilà, par exemple, dans nos régions, donc les zones vertes, en vert, ce sont là où les précipitations sont les projections, ce sont des projections bien sûr, disons, on anticipe qu'elles augmenteront, c'est le cas du nord de l'Europe, en particulier l'hiver. Vous voyez, plus c'est foncé, plus c'est des augmentations importantes, et bien sûr sans aucun intérêt, sauf d'accroître le risque d'inondation. À l'inverse, les zones marron sont les zones où les précipitations risquent de diminuer, en tout cas c'est ce qui est prévu, et jusqu'à être divisé par 2, c'est l'ensemble du pourtour méditerranéen, aussi bien au nord qu'au sud, et en particulier l'été, à droite, vous voyez. Donc, il est clair qu'il y a à la fois cette diminution de précipitations sur le pourtour méditerranéen, mais aussi une augmentation de l'évaporation qui fait que les ressources en eau seront affectées. Quand on regarde, le débit des rivières, des fleuves en France, eh bien, dès 2050-2060, il risque d'avoir diminué de 30 à 60%. Et plus, bien sûr, encore, si le réchauffement est important, à la fin du siècle, jusqu'à 70%, 60-70% dans le sud de la France, par exemple, dans certains endroits pour le Rhône. Voilà, donc on va, bien sûr, avec les conséquences sur l'agriculture, sur les réfugiés climatiques, je pense que Agnès en reparlera, sur les feux de forêt. Voilà un exemple pour les feux de forêt. Donc, voilà, les zones rouges, c'est là où le risque est maximum. Il y a 5 niveaux de risque. Donc, cette carte est intéressante puisqu'elle montre que dès 2050, des régions qui sont exemptes de risque de feux de forêt, comme le centre et l'ouest de la France, deviendraient. Donc, bien sûr, le sud de la France, l'Espagne, sont déjà au risque maximum. Mais il y a des régions qui ne le sont pas encore et qui le deviendraient. Voilà, ce n'est pas le cas pour l'est de la France. On est dans le niveau 4 quand même, ce qui n'est pas... Donc, ça mérite une attention. Problème d'extrême climatique, de santé. Actuellement, si on se place au niveau de l'Europe, alors on est très attaché à l'Europe, voilà. Eh bien, actuellement, il y a 3000 décès chaque année liés aux événements climatiques. Ça pourrait être multiplié par 30 ou 40 en moyenne. Alors 2003 est évidemment une année exceptionnelle. Il y a eu 75 000 décès au niveau de l'Europe, mais c'est une année tout à fait exceptionnelle. Donc voilà, et il y aurait dans la deuxième partie de ce siècle, 2 Européens sur 3, disons, connaîtraient des événements climatiques extrêmes, alors qu'il n'y en a qu'1 sur 20 actuellement.
la France métropolitaine. Donc si on regarde le scénario à droite émetteur, on arrive effectivement vers des réchauffements de 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Voilà. Et les pics de chaleur extrêmement intenses. En fait, les pics de chaleur, voilà, ce sont les températures d'été. Vous voyez, donc dans le cas du scénario émetteur en haut, eh bien, les températures d'été très peu dépasseraient 2003 d'ici 2050, mais ça ne serait pas le cas. Après 2050-2060, l'été 2003 deviendrait la norme, avec des étés qui pourraient être 6 à 8 degrés plus chauds qu'un été de référence du XXe siècle, alors que 2003 n'était, entre parenthèses, que 3 degrés plus chaud qu'un été moyen du XXe siècle. Voilà, voilà, je vous montre, ça c'est pour la France, vous voyez, des diminutions sur le sud, donc ça c'est au niveau dans une cinquantaine d'années, donc même pas à la face, disons c'est plutôt dans une trentaine d'années. Vous voyez, ces débits des fleuves qui, dans le sud de la France, et pratiquement c'est vrai partout. Hein. Donc les ressources en eau, même en France, c'est vrai qu'il y a une attention, il y a déjà une compétition pour l'eau que chacun connaît, mais qui risque de s'amplifier. Et donc il y a une nécessité d'adaptation très forte de l'agriculture, des territoires, mais aussi des villes, par rapport à ce problème de l'eau. Donc tout ça, pour vous convaincre que ce n'est pas ce qu'il faut faire, ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. Faire quelque chose, c'est en fait ce que tout le monde a compris, même nos décideurs politiques, puisque dans l'accord de Paris, l'objectif est de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. Donc, vous voyez, c'est un scénario sobre en bleu, avec cette idée à laquelle j'adhère, que si on y arrivait, ce qui est loin d'être gagné, eh bien, nous pourrions nous adapter pour l'essentiel. C'est ça l'idée qui est derrière cet objectif qui a été adopté, bien sûr, et qui malheureusement est loin d'être, les objectifs de l'accord de Paris sont loin d'être en phase avec cet objectif. Alors, on peut dire ce qu'il faut faire, les conditions nécessaires, pas suffisantes pour, atteindre cet objectif, que cet objectif soit respecté. Pour 2 degrés, en gros, il ne nous reste plus que 15 à 20 ans d'émissions d'utilisation des combustibles fossiles au rythme d'aujourd'hui, 10 à 15 ans pour 1,5 degré. En gros, pour 1,5 degré, il faut laisser 90% des réserves de combustibles fossiles facilement accessibles. Quand on parle de réserves, c'est ce qui est accessible aux coûts et aux techniques d'aujourd'hui. Donc il faut laisser l'essentiel de ces réserves là où elles sont et donc effectivement aller très rapidement vers une société sobre en carbone. Le problème, c'est qu'effectivement, même à demi-degré, ça compte. C'est un peu l'enseignement du dernier rapport du GIEC. Donc cet enseignement, à demi-degré, ça compte. Vous voyez, disons, par rapport à 2 degrés, 1,5 degré, eh bien, dès à 2 degrés, on a des conséquences, je dirais, dommageables. Il y a toujours une capacité d'adaptation, ça dépend des pays, mais il y aura plus d'événements extrêmes, une élévation du niveau de la mer plus importante, ça fait quand même 10 millions d'habitants en plus qui devraient quitter l'endroit où ils vivent. La quasi-disparition annoncée des récifs coralliens, en tout cas, ils seront tous affectés. Donc, des récifs coralliens dans les tropiques et dans les régions équatoriales, une perte de biodiversité plus importante. Voilà, et puis des ressources, disons, plus de difficultés également en termes de productivité agricole et aussi de ressources halieutiques. Donc, l'idée, c'est qu'un demi-degré, ça compte. Et donc, en fait, où en sommes-nous ? Donc, où en sommes-nous ? Eh bien, disons, je pense intéressant pour voir où nous en sommes. On va se placer en 2020. Alors, actuellement, on en est de l'ordre de 42 milliards de tonnes d'émissions de CO2 chaque année. Donc, ce sont les chiffres les plus récents. Donc, à peu près 36-37 liés aux combustibles fossiles. Il y a 5, et puis après... 4 ou 5 ou un peu moins liés à la déforestation. Il y a aussi la fabrication du ciment. Et si on tient compte des autres gaz à effet de serre, grosso modo, il faut ajouter 10 milliards d'équivalent CO2. Donc en équivalent CO2, on est un peu au-delà de 50 milliards. Donc on va regarder vers quoi on va à horizon 2030. À horizon 2030, si rien n'était fait, on va vers 65-70 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Si rien n'était fait, et à long terme, on n'échappera pas à 4 à 5 degrés de réchauffement. L'accord de Paris nous emmène, avec les engagements, s'ils étaient respectés dans leur
disons, c'était complètement respecté, ce qui est loin d'être gagné. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà du retard, des pays qui ne veulent pas s'y engager. Eh bien, on irait vers, disons, 55 milliards d'équivalent CO2 à horizon 2030, et on n'échappera pas à 3 degrés et demi, un peu plus de 3 degrés, disons, dans la deuxième partie de ce siècle, ce qui est beaucoup trop. Donc, les objectifs de l'accord de Paris, maintenant, les 2 degrés, eh bien, il faudrait passer vers 40 milliards de tonnes en 2030, et pour 1,5 degré, pratiquement divisé par 2, en termes d'équivalent CO2. Et on n'en a pas fini pour autant, puisque pour 1,5 degré, c'est neutralité carbone en 2050, et pour neutralité carbone pour 2 degrés, plutôt en 2075, mais voilà. Et il y a aussi, et c'est très important malheureusement, nécessité de pomper du CO2 de l'atmosphère. En gros, ce qu'on fait actuellement, c'est, si on continue, nos émissions collectivement de gaz carbonique continuent à augmenter. En gros, on demande aux jeunes d'aujourd'hui non seulement de s'adapter à un climat qui sera différent de celui d'aujourd'hui, on n'espère pas trop, mais aussi de pomper le CO2 que nous on met sans compter dans l'atmosphère actuellement. Donc c'est la situation dans laquelle on les met, et du point de vue éthique, je crois que c'est effectivement extrêmement dommageable. Voilà, et donc, bien sûr, j'ai souligné qu'une des principales conséquences pour moi, je ne l'ai pas redit, du réchauffement climatique, c'est évidemment le risque d'accroissement des inégalités. Alors, on en est conscient entre pays riches et pays pauvres, même si ces derniers n'ont pas beaucoup contribué aux émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi vrai, nous le savons, dans les pays riches. Voilà. Et puis, bien sûr, donc dans les mesures à prendre, on les connaît, il y a une loi en France qui est en phase avec ces objectifs, avec disons, neutralité carbone à horizon 2050. Disons nous pensons qu'il faut à la fois de l'efficacité énergétique, mais aussi de la sobriété. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, disons, il faut bien sûr utiliser moins d'énergie de façon efficace, mais il faut aussi peut-être regarder la façon de ce à quoi on l'utilise, et puis disons en tout cas, c'est ce qui nous est très cher à Pierre Laroutourou et à moi-même, c'est il faut aussi des investissements. C'est un peu dans cet esprit que nous avons proposé ce pacte finance-climat européen. Voilà, Agnès, tu viens ici peut-être? Oui, ça sera plus simple. Bien, bonjour, merci aux organisateurs de cet événement qui est sous le sceau de la pluridisciplinarité. C'était évidemment un challenge de travailler entre climatologues et juristes. Et je suis particulièrement heureuse et honorée d'être ici puisque c'est le siège de la Société française pour le droit de l'environnement qui est accueilli par l'Université de Strasbourg. Et ce que nous a expliqué Jean Jouzel, c'est un constat avec aussi une prospective sur la situation climatique qui se décline dans les territoires à l'échelle locale, nationale, internationale. Alors la difficulté, peut-être Jean l'a peut-être souligné, et c'est pour ça que je me permets de le faire, c'est que les scientifiques ont des difficultés pour opérer cette descente d'échelle des impacts climatiques. Il y a des modèles qui sont plus ou moins efficaces, si j'ai bien compris, en fonction de l'échelle dans laquelle on se trouve. Alors évidemment, sur le plan du droit, cette notion d'échelle et de descente sur les différents espaces, à une échelle locale, nationale ou internationale, c'est très important, puisque le droit, qui est avant tout un projet de société, donc c'est ce que nous voulons pour notre fonctionnement, pour alors une société nationale ou une société internationale, eh bien, s'adresse à des sujets de droit. Les sujets de droit étant les individus, les États, pour le niveau international. Et donc c'est bien notre capacité d'agir en fonction de ces différentes échelles de temps et d'espace qu'il faut envisager par les instruments juridiques. Est-ce que le droit est en capacité aujourd'hui de répondre
à ces enjeux climatiques qui créent des inégalités sociales, mais on le verra aussi, qui se cumulent avec les inégalités environnementales. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait cet avis au Conseil économique, social et environnemental en 2016 sur la justice climatique. C'était pour essayer de proposer un projet politique pour la France, pour un pays développé, pour faire face à cette question du cumul des inégalités environnementales, sociales et économiques. Et en droit, la question, c'est toujours celle de la responsabilité. Et comment notre société française, en l'occurrence, si on parle de la vie au niveau français, comment notre société peut faire face à cette réalité climatique. Est-ce qu'on a les instruments juridiques pour le faire? Mais avant tout, est-ce qu'on a la volonté politique de le faire, puisque les instruments juridiques sont le résultat d'une action politique. Et d'ailleurs, à l'issue de sa conférence, Jean a ouvert la porte sur l'actualité juridique dans laquelle nous sommes avec la révision constitutionnelle et l'introduction potentielle à l'article 1 de la Constitution de la référence à la lutte contre le changement climatique, avec aussi la nécessité de protéger la biodiversité. Donc ça veut dire que la société s'interroge au plus haut niveau normatif sur les enjeux de la lutte contre le changement climatique. Et l'enjeu pour nous, majeur, c'est que ce n'est pas simplement que le réchauffement climatique va provoquer des bouleversements dans les moyens de production, dans les secteurs d'activité, c'est qu'il pourrait aussi provoquer une crise sociale. Alors on n'a pas attendu les Gilets jaunes pour se pencher sur la question. En 2016, c'est déjà ce cumul des inégalités qu'on envisageait dans l'avis du CESE. Donc si on ne tient pas compte de ce cumul d'inégalités, nous allons affronter un problème de cohésion nationale, et c'était la conclusion de l'avis que nous avions déposé en septembre 2016 au Conseil économique, social et environnemental. Mais le changement climatique pose beaucoup d'autres questions en amont de la question juridique. Le droit intervient finalement en bout de chaîne, une fois qu'on a les constats des scientifiques, les constats du GIEC, les prospectives qui sont faites. À ce moment-là, notre société a des éléments de réflexion pour faire des choix. Et plus on aura de la recherche, et plus on aura des éléments d'information et de réflexion, et plus on peut l'espérer, notre société, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, prendra les meilleures décisions. En tout cas, c'est l'idée. Le réchauffement planétaire, c'est un problème global, mais avec des questions d'adaptation qui sont variées. Vous n'allez pas avoir les mêmes problématiques en montagne qu'au littoral. Vous avez des risques qui sont diversifiés. Vous n'avez pas les mêmes risques en Guadeloupe qu'en Polynésie, qu'en Corse, qu'à Marseille, qu'à Strasbourg. Donc cette diversité de situations au niveau de l'adaptation, il faut aussi en tenir compte. Et donc, la réponse de notre société passe par des instruments juridiques qui, pour le moment, sont très sectorisés. On a les politiques pour la santé, on a les politiques pour la lutte contre la pauvreté, on a la politique pour la protection de la biodiversité, etc., etc. Or, évidemment, là, avec la question climatique, il faut une transversalité et un autre niveau d'appréciation de toutes nos politiques publiques. Et c'était ça l'enjeu de la réflexion qu'on a eue au CESE avec Jean Jouzel. Derrière ces enjeux, il y a une question éthique qui est tout à fait essentielle. Comment penser un phénomène aussi global que le changement climatique à l'échelle d'un individu, d'un État ou de la communauté internationale? Comment prendre ces réflexions en considération dans nos choix de société? Alors la justice climatique, elle nous interroge là-dessus. Alors, qu'est-ce que la justice climatique? Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de définition
universellement admise de ce qu'est la justice climatique. Et pourtant, cette notion est introduite dans l'accord de Paris de 2015 qui nous dit que, notant qu'il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, on a vu l'importance des océans, reconnue par certaines cultures comme la terre nourricière, et notant l'importance pour certaines de la notion de justice climatique. C'est illisible, c'est en jaune, mais c'est marqué. Donc, la notion de justice climatique, elle est dans le préambule de l'accord de Paris, mais on n'a pas la définition. Tout ce qu'on peut savoir, c'est d'où ça vient. Le fait que ça soit introduit dans le préambule de Paris, ça vient de pays d'Amérique latine, Équateur, Bolivie notamment, qui soutiennent qu'il y a une responsabilité en matière de bouleversement climatique, alors, qui incombe plus à certains pays que d'autres, et que les conséquences seront supportées par potentiellement les pays les plus démunis. Mais ce n'est pas écrit comme ça, évidemment. Et ce n'est que dans le préambule, et en plus, ce n'est pas des États qui reconnaissent la justice climatique, non, c'est certaines cultures. Donc en droit international, ça n'a absolument aucune valeur juridique particulière, mais le terme est là, de justice climatique, et donc la préoccupation de la justice climatique, elle est officiellement inscrite dans un texte qui est quand même un traité international à part entière. Alors, est-ce que le changement climatique est une question éthique avant d'être une question juridique? On peut penser les choses simultanément. Effectivement, la question climatique a une dimension éthique. Pareil, là, vous devez deviner ce qui est marqué en jaune, puisque c'est complètement illisible. Alors, la première question, c'est que si nous ne tenons pas compte des impacts sociaux du réchauffement climatique, première situation, nous ignorons les liens entre crise écologique et crise sociale, et en gros, on continue de développer nos activités telles qu'on l'a toujours fait. C'est notre première possibilité. Alors, Jean Jouzel a dit, oui, mais ça y est, il y a une prise de conscience dans les politiques, on va vers la neutralité carbone. Bon, il nous dit aussi que on est quand même loin du compte, avec l'accord de Paris, les objectifs de l'accord de Paris, avec les engagements qui sont pris, le cumul des engagements des États, on n'est pas aux 2 degrés. On n'est pas sur cette trajectoire-là. Donc la première hypothèse qui est d'ignorer les liens entre crise écologique et crise sociale, on peut dire que c'est presque une réalité. Deuxième cas de figure, on prend acte de la situation du réchauffement climatique global et nous organisons l'adaptation de manière plus ou moins collective et organisée à différentes échelles de temps. Évidemment, l'idée, c'est de réunir nos efforts pour aller vers une adaptation sans pour autant modifier notre système de fonctionnement. Et puis, troisième hypothèse, nous mettons en place des moyens, et notamment des technologies qui permettent de réduire l'impact de nos activités sur le système climatique, avec la perspective de réduire les impacts du changement climatique dans une position beaucoup plus active. Quatrième possibilité, nous décidons de modifier notre modèle de développement basé sur la croissance économique afin de réduire de façon drastique nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, ce sont des choix qu'il faut faire en conscience à partir des éléments que nous fournit, en l'occurrence, la recherche. Est-ce que la communauté internationale, est-ce qu'à une autre échelle qui est le cas de la société française, ces choix sont faits? S'ils ne sont pas explicités, eh ben on ne fait pas des choix. Quand on n'explicite pas les situations, quand on n'évoque pas le cumul des inégalités sociales et environnementales, eh bien, on n'est pas en situation de faire des choix éclairés. Et c'est toute la difficulté que l'on a avec la justice climatique, qui, vous avez bien compris, n'est pas vraiment définie clairement à l'échelle internationale, et que l'on a tenté à l'échelle nationale d'appréhender au niveau de la France. Donc c'est une question éthique importante parce
elle impose de faire face à une situation qui bouleverse potentiellement la cohésion nationale. Pourquoi ? Parce qu'il est établi, et ça apparaît dans les rapports du GIEC, que le changement climatique est un facteur de vulnérabilité et d'inégalité. Alors, la vulnérabilité, vous avez 3 critères de la vulnérabilité. Vous avez le critère de la sensibilité à un risque. Le deuxième critère, c'est l'exposition au risque. Et le troisième, c'est la capacité à vous adapter à ce risque. Et donc, si vous êtes dans une situation de vulnérabilité, eh bien, vous êtes plus en difficulté pour faire face aux conséquences climatiques. Et c'est ce que nous disent d'ailleurs les rapports du GIEC. Les personnes les plus pauvres, les plus exposées au changement climatique, eh bien, sont celles qui auront la plus grande vulnérabilité et la moins bonne capacité d'adaptation. Et en plus, parce qu'elles consomment moins, ce sont les moins responsables de l'impact climatique. Donc on est dans une situation qu'on peut considérer injuste entre les individus et qu'on connaît aussi au niveau international, puisque les pays qui réclament la justice climatique et qui ont arraché cette notion de justice climatique dans le préambule de l'accord de Paris, eux clament haut et fort qu'il y a une dette climatique des pays développés qui ont, par le processus d'industrialisation, participé au dérèglement climatique qu'on connaît aujourd'hui. Et les pays donc les plus vulnérables sont les pays les plus pauvres, et ce sont eux qui ont le moins contribué au dérèglement climatique. Donc il y a une situation d'injustice, et évidemment, ils clament qu'il faut faire face à ces inégalités. Donc des inégalités entre les individus, des inégalités entre les États, et Jean l'a expliqué, Jean Jouzel l'a expliqué, aussi des inégalités entre les générations, puisque, si j'ai bien compris, le climat qu'on a aujourd'hui, c'est à travers les émissions qu'il y a eu il y a 30 ans. D'accord. Donc dans 30 ans, tout ce qui se passe aujourd'hui va impacter la prochaine génération, avec une réduction des possibilités d'adaptation et une augmentation des risques pour la prochaine génération. Donc il y a eu aussi une inégalité entre les générations. Et puis le 4e niveau d'inégalité, ça a été difficile à expliquer dans un contexte français, alors que c'est très répandu dans d'autres pays, et qu'il y a un mouvement qui est soutenu par les Nations Unies qui s'appelle l'harmonie avec la nature, c'est la justice pour la nature. Dans quelle mesure une espèce, parmi d'autres, en l'occurrence l'espèce humaine, eh bien, entre guillemets, s'autorise de détruire toutes les autres. Bon, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Alors, dans le contexte français, c'est pas forcément évident d'amener cette question-là, mais comme la France a signé et ratifié des conventions internationales qui évoquent la valeur intrinsèque des écosystèmes, on a quand même réussi à faire passer l'idée. Bon. Donc, plusieurs niveaux d'inégalité et une vulnérabilité renforcée qui se cumulent en cas de précarité économique et sociale. À partir de là, la justice climatique, elle prend différents visages. Vous avez la justice climatique qui est dans le régime climatique international. Donc, c'est les États qui négocient les COP. La prochaine, c'est la COP 25, hein, vous savez, au Chili. On a eu la COP 24 à Katowice. Bon, donc, on en est à la 25e qui va venir. Donc, dans ces arènes politiques, parce que c'est ça, hein, ce sont des lieux de négociation internationale, bien évidemment, là, vous avez des États, principe de droit international, les États souverains, qui négocient des positions, et effectivement, elles ne sont pas forcément harmonisées. Vous n'allez pas avoir la même position pour l'Arabie saoudite que pour le Niger, par exemple. Et là, se négocie le régime climatique mondial. Parce qu'effectivement, les États ont bien conscience que la problématique, elle est globale et
On est tous liés par cette problématique, donc il faut autant que possible avancer sur cette question-là, d'où l'accord de Paris, etc. Ça, c'est donc ce qu'on pourrait appeler une justice climatique négociée. Alors après, on peut la critiquer, c'est pas assez, etc. Bon. Le deuxième visage, si je puis dire, de la justice climatique, c'est la justice climatique revendiquée, et notamment par les pays d'Amérique latine, qui vise à réparer la dette climatique. Et là, c'est une dimension beaucoup plus accusatrice, parce qu'on va chercher des responsables, et c'est eux qui devront payer pour l'adaptation, pour le financement de l'adaptation, etc. Et ça, au niveau international, les questions de financement sont évidemment compliquées et très tendues comme sujet. Troisième visage de la justice climatique, c'est la justice projet de solidarité. Et c'est finalement ce qu'on a essayé de faire dans l'avis du CESE, c'est-à-dire de faire de la question de la justice climatique un véritable programme d'action pour tenir compte de ce cumul d'inégalités. Alors, le Comité économique et social européen s'est saisi de la question, elle en a parlé, Marie-Pierre Campreau-Dufresne en a parlé. Cet avis est intervenu en octobre 2017, soit un an après l'avis français, et effectivement, chacun de ces avis a une définition de la justice climatique. Donc, la justice climatique pour le CESE français, c'est une stratégie d'action pour faire face aux inégalités. Et on voit les différents niveaux de prise en considération de la justice climatique entre les individus, et notamment sous l'angle femmes-hommes, puisque on a cherché à savoir si, face à différents types de risques, les femmes étaient plus exposées. La seule chose qu'on a réussi à peu près à établir, mais les études sont en cours, c'est que les femmes étant plus précaires globalement, statistiquement, dans leur situation économique et sociale, elles sont plus exposées, par exemple, pour retrouver un travail ou retrouver une situation en cas de situation extrême. Mais il y a des études qui sont faites dans d'autres pays, hein, notamment aux États-Unis, sur cette question. Mais en France, on manque d'études sur cette question. Donc, une stratégie d'action au niveau du CESE français. En ce qui concerne le Comité économique et social européen, c'est très similaire comme approche. Le Comité économique et social européen considère qu'il s'agit d'un concept qui définit le changement climatique mondial comme une question d'ordre politique et éthique, et pas strictement environnemental. Il est généralement envisagé dans un contexte mondial d'interdépendance spatiale et temporelle et s'appuie sur le constat que les catégories les plus vulnérables et les plus pauvres de la société sont souvent les plus affectées par les effets du changement climatique. Donc une vision tout à fait convergente avec celle du Conseil économique et social français. Alors, pourquoi la France serait tout d'un coup leader de la justice climatique ? Eh bien, la France a beaucoup d'atouts pour proposer un véritable projet à l'échelle de ses territoires. D'abord, la France dispose de politiques publiques élaborées dans le domaine social, économique, qu'elle peut mettre en synergie avec des objectifs d'atténuation et d'adaptation. Ensuite, la France dispose d'une diplomatie climatique déjà expérimentée. On l'a vu pour l'accord de Paris, mais évidemment, on n'a pas attendu l'accord de Paris pour avoir une diplomatie expérimentée. Et elle peut prendre des positions en matière de justice climatique entre les États. Troisième réflexion, l'économie française est celle d'un pays développé qui amorce une transition écologique et donc qui doit se mettre en capacité de faire des choix forts sur les plans notamment énergétiques et bien sûr en lien avec les politiques européennes. Et puis la France, c'est aussi une diversité de territoires. Tous les territoires d'outre-mer font que la France est, entre guillemets, hélas, exposée à tous les risques climatiques. Et donc,
dispose de multiples laboratoires pour essayer de tester différentes solutions, notamment en matière d'adaptation. En conclusion, on a vu le visage de la justice climatique négocié dans les arènes internationales, avec difficulté, le visage de la justice climatique revendiqué, et notamment par des pays en développement, à l'échelle internationale, et on a vu un projet qui peut s'articuler de manière très concrète à partir de politiques existantes, des politiques de santé, des politiques énergétiques, de transport, etc., et des politiques de lutte contre la pauvreté, donc, qui doivent tenir compte de la question climatique. Et en conclusion, si se soucier d'autrui est une condition essentielle de la responsabilité, alors la justice climatique participe de façon active à développer une société responsable. Je vous remercie. Bien, je vous remercie et je profite vite que je suis en bonne position pour vous poser une question qui m'est chère. Donc, au regard de l'urgence climatique, je m'interroge aujourd'hui sur le positionnement actuel du chercheur ou de l'enseignant-chercheur. Et je vous pose donc à tous les deux la question, pensez-vous que la neutralité du chercheur soit encore possible aujourd'hui ? Donc il y a différents niveaux. Enfin, d'abord, le rôle du chercheur, il est, je crois, de sortir de sa tour d'ivoire. Je veux dire, on ne peut pas imaginer un chercheur qui, disons, ne communique pas, finalement, le résultat de ses recherches à ceux qui lui demandent. C'est le cas en France. C'est vrai que c'est la puissance publique qui vient vers nous en nous sollicitant vis-à-vis des résultats par rapport au réchauffement climatique. Et bien sûr, je pense que c'est notre rôle d'intervenir. Ensuite, alors après, il y a une action plus citoyenne. Donc, en fait, tant que j'étais quand on est au GIEC, on a un certain devoir de réserve. C'est vrai que depuis, je n'y suis plus. Et par exemple, je suis beaucoup investi avec Pierre Laroutourou sur cette initiative Pacte européen pour le climat. Je pense que c'est aussi très important. Et il y a aussi maintenant quelque chose qui est très nouveau, qui est très récent d'ailleurs, c'est que dans les laboratoires, nous discutons, nous commençons à discuter, bien justement, il y a des réunions, qu'est-ce qu'on fait nous en interne par rapport à notre comportement, à notre science, simplement la transmettre également, mais même, que pouvons-nous faire dans nos instituts pour, avec l'idée que ça soit exemplaire, mais ce n'est pas toujours facile. Donc toutes ces réflexions sont bien là. Mais en tout cas, moi, je suis clairement pour... je ne sais pas si on peut parler de neutralité, non. Enfin, est-ce que le chercheur doit être neutre ? Oui, en ce sens que c'est l'idée du GIEC. L'idée du GIEC, c'est de ne pas faire de recommandations. En gros, l'objectif du GIEC, c'est de fournir aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Et je crois qu'on s'y tient. Et moi, je suis très attaché à ce que nous ne fassions pas de recommandations, c'est très clair. Mais je crois qu'en disant les politiques, les entreprises nous sollicitent pour avoir notre avis, je crois qu'on est là aussi pour le donner. Merci. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un avis Sciences-Société qui a été rendu aussi par le CESE qui évoque cette question. La question de la neutralité est quand même très, très délicate. Il faudrait aussi travailler sur les conditions d'une expertise indépendante. C'est un vrai sujet. Quant à la posture du chercheur, c'est évidemment la question de la diffusion scientifique. Et comme l'enseignant-chercheur a de multiples tâches, qu'elles sont de plus en plus lourdes, évidemment, la part de la diffusion de la recherche pose quand même une véritable question. Il faudrait peut-être bien valoriser aussi cet aspect-là pour que les chercheurs soient encouragés à procéder à cette diffusion qui est, en tout cas pour les chercheurs de ma génération, de plus en plus difficile quand même. Alors, bon, ça, c'est un débat qu'on pourrait en avoir ici, mais l'urgence climatique fait
que cette question de la diffusion scientifique devient tout à fait cruciale et qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre la soutenir et l'encourager. Merci beaucoup pour vos exposés et leur complémentarité sur le constat scientifique d'une part et sur la place que le droit peut jouer, mais comme vous l'avez dit, c'est la volonté politique qui doit permettre le développement d'instruments juridiques. Moi, là, je réagirais plus en tant que citoyen, mais comme une de nos devises dans notre université, c'est aussi savoir partager les savoirs avec la société. Je vous donne la question, je suis économiste et je m'interroge vraiment sur une question en ce moment qui me paraît d'une urgence totale et où aucune mesure peuvent être prises. Alors je pense qu'il y a eu un article là, récemment de Durand et Keshian dans Le Monde, c'était le week-end dernier, l'État doit prendre les commandes et nous ne désintoxierons pas des énergies fossiles sans en augmenter les prix. Bref, pour dire que s'il n'y a pas une intervention publique forte, on n'y arrivera pas. Je vais juste prendre 3 exemples. 1, quand on voit ce qu'avaient les effets de la mondialisation dans le fret maritime, les 60 000 dans le monde aujourd'hui. Quand on voit ce que représentent ces îles flottantes et ces croisières avec tous les dégâts qu'elles concernent. Un bateau, l'équivalent d'une croisière, l'équivalent de la consommation d'une ville d'1 million d'habitants, etc. Ça, c'est à l'échelle internationale. À l'échelle nationale, la dernière campagne que mène Air France pour nous inciter à prendre l'avion, et c'est sur le service public de l'audiovisuel, de prendre des avions sur les courts et moyens courriers. Là, en ce moment, ça a démarré il y a quelques jours. Puis vous allez vous-même dans les aéroports et on vous fait les prix à 30 ou 35 € pour aller à Dubrovnik ou ailleurs. Et on sait que c'est les courts et moyens courriers qui sont les plus générateurs d'émissions à CO2. Je reprends le début de l'exposé de Jean Jouzel. Et troisièmement, ce qui est en train de vivre sous les yeux aujourd'hui, la disparition de la ligne de chemin de fer Perpignan-Rungis, qui risque de mettre sur les routes 25 000 camions par an si on y fait gaffe. Ils ont prolongé d'1 mois. Elle va se terminer au 30 juin. Que peut-on faire là en tant que scientifique et citoyen pour prendre des mesures? Et je pense que la pétition ne suffit pas. Pour le dernier exemple, il faudrait envisager le cas que l'on rachète les 82 wagons frigorifiques dont la SNCF n'a pas les moyens d'acheter pour éviter que les opérateurs privés ne s'emparent du magot. Voilà. Donc, non, je suis assez d'accord. Donc, je suis assez d'accord avec l'analyse et les points que vous soulignez. Bon, vous êtes économiste, je pense que tous les économistes qui s'intéressent au climat, il y en a donc pour lesquels c'est effectivement leur thème, disons, central, disent de façon très claire qu'il faut donner un prix au carbone. Il faut donner un prix au carbone, mais il faut aussi, et je me suis exprimé là-dessus, taxer bon, il faudra mettre des taxes au niveau des transports aériens, transports maritimes. Donc tout cela, c'est effectivement à faire. Donc si on n'a pas d'instrument, pour le train, bon, moi aussi je me bats pour le train, donc moi je me bats pour la ligne Rennes-Châteaubriand. Bon, chacun son truc, hein, donc, mais bon, mais c'est vrai, voilà. Mais je crois qu'on va gagner, donc parce qu'il faut la garder celle-là. Donc voilà. Mais non, je suis d'accord avec votre analyse. Il y a pas, je crois que le bulletin de vote est quand même là aussi. Il a été là d'une certaine façon, disons, le week-end dernier, voilà, le week-end d'avant. Donc quand même, j'espère que. Donc voilà, j'espère que la puissance publique va prendre vraiment des mesures. On va voir, bon, on peut discuter, comme je suis au CESE, on va voir arriver ces 150 personnes tirées au sort, on verra bien ce que ça donne. Moi, je suis assez confiant, mais j'espère que il y aura des résultats assez rapidement et des recommandations, j'espère. Voilà, merci. Alors, j'ai une question par rapport à la stratégie de communication sur ces évolutions qui s'annoncent et contre lesquelles les rapports scientifiques comme ceux du GIEC semblent, comment dire, ne pas avoir l'effet que nous, citoyens, aurions pu attendre sur nos politiques. Et donc, j'ai envie de vous poser la question, à votre avis, qu'est-ce qui fait que, malgré la qualité du travail, malgré la qualité de la communication, on est encore dans cette trajectoire qui est à plus 3 degrés alors qu'il faudrait aller à 2. Qu'est-ce qu'il faudrait faire donc, au niveau des structures comme le GIEC ou comme la communauté scientifique d'un côté, et puis d'un autre côté, par rapport à cette
catastrophe quand même un petit peu annoncée. Nous qui sommes enseignants-chercheurs, quelles sont nos exigences pour faire en sorte qu'on soit capable d'apporter des réponses à notre niveau, en direction de nos étudiants, pas seulement en termes de communication grand public, mais nos moyens d'action en tant qu'enseignants-chercheurs sur le sujet. Agnès, tu réponds. Oui. Déjà, je trouve que si tous les enseignants-chercheurs avaient la réflexion que vous aviez, ce serait bien. C'est-à-dire se mettre en situation de s'interroger sur comment aborder la question et pas forcément toujours être... des fois, on a des préoccupations selon des disciplines qui peuvent être très, très pointues. La question de ce que j'appellerais la posture de l'enseignant-chercheur, elle est délicate, mais elle est fondamentale dans la formation des étudiants, donc ce questionnement. Et la question que vous posez, je pense qu'elle est difficile parce qu'il y a la question de l'engagement qui rejoint la question précédente, en fait. Est-ce que, au stade où on en est, qui est quand même un tournant dans l'histoire de l'humanité, c'est pas une histoire d'être grandiloquent, c'est qu'on doit modifier nos comportements, si je suis le dernier rapport du GIEC, radicalement, on peut dire ça comme ça. Donc en un temps très court. Donc dans l'histoire de nos sociétés, ça n'est jamais arrivé, on est d'accord. Donc est-ce que à ce moment-là, dans cette situation, nous, on doit changer notre comportement? Moi, je pense que oui. Je pense que la question de l'engagement, elle se pose. Et à l'échelle des enseignants-chercheurs, la façon de former et de construire nos formations est tout à fait essentielle. Donc, d'abord, la démarche de la pluridisciplinarité qui est fondamentale. Et moi, je voudrais donner un exemple qui m'a beaucoup marqué d'un chercheur en biologie qui dirige le grand laboratoire de Jussieu et qui disait que l'espèce humaine était une espèce invasive et qui dit maintenant, ça y est, on peut parler d'effondrement de la biodiversité. Mais c'est la première fois que j'entendais un scientifique dire vraiment clairement ce message-là. Et pour nous, juristes, c'est très important parce que ça décline des responsabilités, vous comprenez? Tant que les chercheurs nous disent oui, mais avec tel paramètre, qui va compenser tel autre, ou comme ça, mais ça on ne sait pas, ça on n'est pas sûr, ce qui est normal, c'est la vocation du scientifique de nuancer et de dire les choses de la manière scientifique la plus solide, mais est-ce qu'on en est non, on a des certitudes quand même, j'ai envie de dire la même chose. Il y a des certitudes qu'on peut, je pense, maintenant asséner, y compris dans la formation de nos enseignants. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean. Oui. Non, mais oui, bien sûr qu'il y a beaucoup à faire au sein de l'université. De plus en plus, on va nous demander d'être exemplaire. Donc c'est clair, on voit bien que ça... Et je crois qu'effectivement, on peut réfléchir. Nous, on travaille beaucoup, il y a beaucoup de réunions là-dessus dans nos laboratoires. Je ne sais pas si vous en avez ici, mais disons que tout le monde se réunit. Il y a plein de jeunes qui veulent effectivement que les laboratoires soient exemplaires. On discute des vols d'avion, de tout. Voilà, donc c'est pas si simple, mais en tout cas, c'est sur la discussion. Maintenant, la première question... pour moi, la vraie réponse, elle est que pourquoi il n'y a pas d'écoute, c'est parce que chacun d'entre nous, on est concerné. C'est très clair, il ne faut pas toujours tout retourner vers les décideurs politiques. C'est chacun d'entre nous qui n'écouteront pas. C'est pas, soyons quand même très clairs. Donc, je crois qu'on est tous concernés et c'est pas facile, effectivement, de changer de cette efficacité énergétique. Moi, je crois qu'il y a beaucoup à faire et que c'est enthousiasmant pour les jeunes, au contraire, de changer de mode de développement, mais c'est quand même assez difficile à faire passer. Donc, j'ai pas toujours tendance à accuser les autres, alors voilà, mais il faut aussi regarder chacun d'entre nous vers ce que nous faisons. Il y a une question là-haut. Bonjour, évidemment je vous remercie pour vos deux interventions qui sont très éclairantes. J'aimerais aborder une question peut-être un peu sensible, celle du nucléaire. Évidemment, là, l'urgence, c'est d'arrêter le réchauffement de la planète et le nucléaire permet donc de donner une énergie décarbonée. Et peut-être c'est plus spécifique à la France, que c'est aussi une question au niveau étatique de souveraineté énergétique et au niveau des individus, que certains ne sont pas enclins à quitter leur zone de confort. Ça paraît quelque chose d'assez flagrant, on a vu avec la crise des Gilets jaunes.
Et ça peut être compris quand on habite dans un village et qu'on dépend de sa voiture. C'est vrai que quand on va avoir une taxe qui va toucher donc des énergies polluantes, l'éthique environnementale va peser forcément sur des gens qui ne sont pas forcément privilégiés à la base. Et donc, est-ce qu'on peut admettre que le nucléaire soit une solution, même si c'est évidemment pas la meilleure? Enfin, ce serait intéressant d'avoir du coup votre point de vue là-dessus. Oui, donc effectivement, je suis souvent interrogé après. Je crois que j'ai 51 ans de CEA, donc je suis rentré au CEA en 68 et j'y suis toujours. Oui, et en fait, le prix dont je suis plus fier de l'an dernier, ou il y a 2 ans maintenant, c'est le trophée des énergies renouvelables. Donc, vous voyez, oui, non, il faut quand même sur le nucléaire, je pense, en fait, on a fait aussi un avis, j'étais co-rapporteur aussi dans le cadre du CESE de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Et donc, je vais reprendre la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est-à-dire que la loi nous semble équilibrée en France. En fait, par rapport, quand on regarde sur donc la loi, en gros, qui fixe un objectif de la moitié de l'électricité, disons, d'origine nucléaire en France, hein, c'est bien ce dont on parle. Pourquoi elle est équilibrée? Parce qu'il faut, je crois, regarder le nucléaire à l'échelle planétaire. Donc actuellement, à l'échelle planétaire, le nucléaire, quand on parle d'énergie et non pas d'électricité, fournit 5% d'énergie primaire, 2% d'énergie finale, à peu près, au niveau planétaire. Dans le meilleur des cas, au niveau planétaire, on n'ira pas beaucoup, en tout cas en énergie finale, au bout de 5-6, disons, même les spécialistes du nucléaire le disent, au-delà de 5-6% de l'énergie d'origine nucléaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire aussi, à l'inverse, disons, le renouvelable, si on décide de le développer, eh bien, on peut arriver à 50% en 2050, dans les 2 cas, pour arriver à 50% de l'énergie d'origine renouvelable. Et donc, je pense que c'est important qu'un pays comme la France s'intéresse aux renouvelables et le développe. Donc, on a dit que la loi était équilibrée, et je le pense, je ne suis pas du tout anti-nucléaire, mais je pense aussi que la France doit se doter d'une dynamique de renouvelables. Et la véritable indépendance, eh bien, c'est le renouvelable, ce n'est pas le nucléaire. Donc, on peut discuter d'indépendance. Si la France réussissait à fournir l'ensemble de son électricité en renouvelable, elle serait complètement indépendante. Donc, l'indépendance n'est pas comme ça tout d'un coup liée au développement du nucléaire. Elle est tout aussi accessible si on développe les renouvelables. Oui, la dernière question alors. Merci pour vos présentations. J'avais juste une question qui porte plutôt sur une demande d'avis. Vous avez évoqué la question des... Excusez-nous, vous pouvez pas mettre votre micro plus proche, ça marche. Oui. Alors, j'avais une question, puisque vous avez évoqué les générations futures. Et il est inscrit dans le droit que pour tout projet, il y a un triptyque. C'est donc éviter, limiter ou réduire et compenser. Et dans l'idée de la compensation, il y a en fait cette idée que, finalement, une dégradation ici peut être acceptable dès lors qu'on réintroduit des castors ou autres ailleurs. Or, il me semble que dans cette logique, on sous-estime quelque chose sur le long terme, on sous-estime la question de l'irréversibilité. Et donc, j'aurais aimé savoir comment ce triptyque, éviter, limiter, compenser, peut être compatible avec la prise en considération des absents. Donc, c'est des générations futures. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, qui a été reprécisée dans la loi de la reconquête sur la biodiversité de 2016, pose la question d'une certaine forme d'ingénierie écologique, soi-disant pourrait compenser, donc recréer ailleurs ce qu'on a détruit à un endroit. Alors, la première chose à rappeler, c'est que le droit de l'environnement, c'est avant tout le principe de prévention. Donc, l'idée, c'est éviter la dégradation. D'accord ? Ça, c'est l'option A.
Si vraiment on ne peut pas faire autrement, on peut essayer de la réduire. Et si vraiment on a un dégât, est-ce qu'il y a moyen de compenser parce qu'on ne peut pas faire autrement? Cette infrastructure, il faut absolument que ça passe là, etc. Bon. On a des experts à Strasbourg, donc si Marie-Pierre, tu veux en parler. Non mais Marie-Pierre, tu peux peut-être en parler, parce que Marie-Pierre est spécialiste du préjudice écologique. Donc, tu veux en parler? Parce que je peux continuer, mais ce serait dommage. En fait, sur la compensation écologique, c'est vrai que la loi de 2016 a précisé vraiment les choses suite à la thèse de Marthe Lucas, qui est une doctorante qui est partie maintenant à Avignon, mais effectivement, et donc ça a pas mal encadré, on a pas mal encadré cette notion de compensation, et c'est pas aussi facile non plus de compenser si on le fait correctement et si on applique la loi, on est d'accord. Il faut effectivement appliquer des critères d'équivalence, des critères de proximité, etc. Donc si on le fait correctement, c'est pas du tout facile. Et quand on parle de compensation, c'est effectivement en ultime étape. Et effectivement, ce ne sont que sur les dommages résiduels. Et normalement, ce qui est irréversible, s'il y a irréversibilité potentielle, puisque ici, c'est que de l'anticipation de ce qui va se passer, si on est dans du dommage irréversible, normalement, on ne doit pas faire le projet. Voilà, c'est ça. Et un autre point important, c'est l'idée de valeur intrinsèque. Donc, on ne compense pas tout. Oui, c'est ça. Et une autre idée importante qui est en contradiction avec l'idée de service écosystémique. On parle beaucoup des services écosystémiques, vous savez, les services que nous rend la nature. Mais c'est en contradiction avec la reconnaissance à l'échelle internationale de la valeur intrinsèque de la biodiversité, donc de la valeur en soi de la biodiversité. Et donc c'est vrai qu'on a peut-être un peu dérivé de la valeur intrinsèque qu'on a perdu de vue à des services écosystémiques, donc centrés uniquement l'évaluation des atteintes aux écosystèmes par rapport aux services qui nous rendent, aux services. Les services, ce n'est pas les fonctions écologiques. Les services, c'est-à-dire ce qui nous rendent à nous. Une approche strictement anthropocentrique. Et puis jusqu'à cette idée de la compensation, c'est qui peut laisser penser que finalement on peut recréer, compenser, etc. C'est l'idée d'une équivalence. Bien, donc nous vous remercions vraiment chaleureusement de votre venue. Chaleureusement, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup.